Raoul, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Abdourahmane Ndiaye, qui est le secrétaire administratif national et membre du secrétariat exécutif national de l'APR. M. Ndiaye, bonjour. Ndiaye, l'actualité, c'est la sortie du président Jammeh contre le président Macky Sall, qu'il taxe de marionnette, de faux président, à la solde de la France et des États-Unis. Votre réaction? Il faudrait compléter la question en disant aussi qu'il a traité Wade, l'ancien président de tous les noms d'oiseaux, Abdou Diouf de même. C'est un manque de respect notoire pour le peuple sénégalais qui a élu ces trois personnages. Lui, il est venu au pouvoir par un coup d'État. Donc il y a déjà une différence de rang et de standing qui aurait dû le pousser à beaucoup plus de circonspection pour juger les autres. Il se dit marabout, qui peut soigner le sida, qui fait des miracles. Il aurait dû lire la sourate du figuier et de l'olivier, où on lui dit, je ne le traduirai pas, peut-être il est bon musulman, il saura traduire. Je le prends juste comme un grand chef de village ou un délégué de quartier, avec un niveau de langage peu avenant, un niveau de langage de Borno-Fontaine ou d'arène de lutte, et très en déphasage avec les canons de la diplomatie. Je ne m'étendrai pas plus. Ouais. Comment expliquer un peu cette fréquence d'attaque contre les chefs d'État africains? Comment expliquez-vous l'attitude de Jammeh, qui apparemment se met en marge de... Je voudrais simplement vous répondre qu'en répondant à cette question, on rentrerait dans des éléments de caractérisation du personnage. Je voudrais vous poser vous-même une question. Quel chef d'État en Afrique est ami à Jammeh ou dans le monde? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le personnage qui est comme ça. Truculent, parfois nauséabond, qui est arrivé au pouvoir, comme nous le savons, à la limite par effraction, et qui ne mesure même pas ce qu'est un chef d'État d'un petit pays enclavé par le nord, le sud, l'est et l'ouest, par un grand pays qui l'entoure. Parler de Yaya en termes désagréables serait manquer de respect au peuple gambien, qui partage avec nous toute l'histoire, toute la géographie, toute la démographie. Il n'y a pas d'ethnie en Gambie qui n'existe pas au Sénégal. Il n'y a pas de famille sénégalaise, surtout dans le Saloum ou dans la Casamance, qui n'ait pas de parents en Gambie. Parler du peuple gambien, je le ferai en des termes extrêmement avenants et extrêmement élogieux. Voilà. Si leur chef se rabaisse à ce rythme, à ce niveau de chef de village, ben, considérons-le juste comme un chef de village. Ouais. Je ne veux pas m'étaler dessus à cause de mes fonctions, vous m'excuserez. Voilà. L'autre sujet d'actualité, c'est la sortie du président de la République à propos du port de la burqa au Sénégal, qui a suscité beaucoup de polémiques. Est-ce que vous pensez que cette sortie était opportune? Elle était plus qu'opportune. Le président se doit d'être proactif. C'est à lui qu'incombe la tranquillité, la quiétude, la sécurité de chacun de 13 à 14 millions de Sénégalais. Il n'attendra pas qu'une bombe explose comme au Nigeria pour commencer à réagir. Ce genre d'islamisme ne convient même pas à la société sénégalaise, qui est un islam confrérique, qui est un islam rassembleur et qui est un islam de paix. Ces gens-là qui ont détruit les sites pré-islamiques et même pré-chrétiens de Palmyre, qui ont détruit les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, qui ont détruit les Khabrous des 333 saints de Tombouctou. Nous n'attendrons pas qu'ils viennent détruire les Khabrous de Seigne Touba, de Seigne Salou, de Seigne Abdoulahat, de Seigne Fallou à Touba, de Seydina El Haj Malik, de Seigne Babacar, de Seigne Abdoul Aziz à Tuawan. Nous n'attendrons pas qu'ils viennent détruire ou plastiquer et faire exploser les Khabrous des grands guides Niassène.
à Léona Niassène, ni à Limamoulaye et à ses enfants. Nous n'attendrons pas ça. Tous les signes qui peuvent amener vers ça sont à combattre dès leur première apparition. Est-ce que vouloir interdire quand même la burqa n'est pas signe de restriction un peu des libertés individuelles? Mais la restriction, c'est ça, vous nous ramenez donc au débat de la liberté. Voilà le débat le plus têtu, le plus teigneux de l'histoire de la philosophie mondiale. On dit souvent ma liberté commence là où s'arrête celle d'autrui et s'arrête là où commence celle d'autrui. Peut-on se permettre dans une société de liberté de se cacher complètement? On ne peut même pas savoir si vous êtes un homme ou une femme. Et quand on a vu que dans des pays voisins, c'est eux qui s'affublaient de bombes à l'intérieur, on ne savait même pas si c'était des hommes et des femmes, et qui faisaient exploser leurs bombes dans des marchés faisant des centaines de morts. Si nous attendons que cela nous arrive, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes conséquents. La burqa n'est pas sénégalaise, pardon. La burqa, dans le Coran, j'ai entendu des exégètes en parler, je n'en suis pas un, franchement. J'ai entendu des exégètes en parler, ce n'est ni autorisé ni interdit par le Coran. Mais le seul fait que quelqu'un puisse déambuler dans les rues avec du brassage avec les gens et qu'on ne puisse absolument pas vous reconnaître, c'est absolument un acte d'insécurité. Donc ce n'est pas une attaque contre la religion comme certains veulent le faire savoir. On a vu ces religieux qui ont une pratique qui ne les amènera même pas au paradis, on le sait. On en a vu. Il y en a beaucoup au Sénégal. Mais franchement, dire que c'est une attaque contre la religion, c'est très grave. Cette burqa ne se marie même pas avec notre climat qui est extrêmement chaud. On se met en noir, ça ne réfléchit pas la lumière ou la chaleur, ça conserve la chaleur. On est totalement masqué. C'est quoi? On va aborder la question au niveau de l'Assemblée nationale, dans le débat. On a vu que la rentrée parlementaire cette année a été très mouvementée, avec la bataille autour du contrôle du groupe parlementaire, les libéraux et démocrates. L'opposition accuse le pouvoir de prêter main forte à Modou Diagne Fada, qui a été porté à la tête de ce groupe. Voilà, quel commentaire cela vous? Bon, je crois qu'il est bon qu'on attaque ce problème sous deux angles. Sous l'angle de cette législature même. En 2012, ceux qui devaient désigner, je ne sais pas par quelle formule ils le font, ceux qui devaient désigner le groupe parlementaire l'ont fait. C'était Modou Diagne Fada qui dirigeait un groupe parlementaire. En 2013, sous l'égide de Modou Diagne Fada, ce groupe a été reconduit. En 2014, toujours sous l'égide de Modou Diagne Fada, ce groupe a été reconduit. En 2015, qu'est-ce qui se passe? En 2 ou 3 jours, c'est exactement comme avec le cas de Karim Wade, quand la CREI avait fini tout son procès et avait dit que le verdict serait donné le tel jour, 3 jours avant, il déclare Karim candidat. Comme ça, celui qui sera condamné, il le savait, parce qu'ils avaient déserté, serait le candidat de Wade, du PDS. C'est cousu de fil blanc et ça fait rire. À 3 jours, ils décident eux-mêmes de dire oui, ce n'est plus lui, c'est l'autre. Mais comment expliquez-vous le fait que Modou Diagne Fada soit exclu du PDS et qu'il continue à diriger? Mais justement, je vais vous dire pour une chose. La loi de l'Assemblée est très claire. Elle dit, celui qui démissionne de son parti perd son mandat, pas celui qui est exclu. Sinon, ce serait la pagaille. Chaque parti, quelqu'un fera une erreur. Dans notre parti, l'APR, il y a beaucoup de gens qui font des dégâts. Si nous décidons de les exclure, on peut transformer notre crise et la transposer à l'Assemblée. Non, ce serait ça qui serait justement le manque de respect pour l'Assemblée nationale. On ne peut pas exclure quelqu'un et dire voilà, puisqu'il est exclu, ne changeons pas les règles. Les règles disent celui qui démissionne. Modou Diagne Fada n'a pas que démissionné. Et demain, s'il démissionne, il perd son poste de député. C'est clair. Que répondez-vous à ceux qui demandent à ce qu'on dissoute l'Assemblée nationale? Mais parce que justement, quand on a 11 députés à l'Assemblée, et que 4 ou 5 vous abandonnent, il vous est plus loisible quand vous pensez maintenant que le vent vous est favorable qu'on dissolve l'Assemblée. Une institution, une république ne fonctionne pas au gré des humeurs. Il y a des échéances. Il y a des élections. Quand on élit quelqu'un, c'est pour une échéance. Monsieur Ndiaye, vous aviez prôné la rupture au niveau de l'Assemblée, bien que vous ne soyez pas député, mais on a constaté que certaines pratiques demeurent. Par exemple, quand Moustapha Diakhaté monte au créneau pour demander à ce qu'on bloque le salaire de Modou Diagne et de Diop Decroix, par exemple, qui décrète l'exclusion de tel ou tel député. Voilà. Or, vous avez vous-même vécu ça du temps de Wade. Voilà. Oui, cette rupture.
à laquelle vous appelez? Il a demandé est-ce que cela a été fait? C'est là la rupture. C'est-à-dire, si vous prenez le mot rupture, vous y mettez ce que vous voulez, vous l'interpréterez comme vous voudrez. Ce sera toujours des réponses à la normande. Il a demandé, en sa qualité de membre éminent de l'APR, membre éminent de l'Assemblée, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale au Sénégal, il devait lui-même prendre la responsabilité de démissionner parce qu'il perçoit l'argent du contribuable. Il perçoit le carburant du contribuable et dit que là où je suis, ça n'existe pas. C'est lui qui devait être d'abord conséquent. Nous n'irons pas jusqu'à l'extrémité de faire ce qu'ils ont fait à Mbaye Ndiaye et à Moustapha Cissé Lo. Non, nous ne le ferons pas. C'est ça aussi la rupture. Ça dépend de ce que vous appelez rupture et de ce que vous voulez dans rupture. Il y a beaucoup d'actes de rupture qui sont posés depuis que Macky Sall est là. Beaucoup. Mais quand même, le fait de porter le nombre de députés nécessaire pour former un groupe parlementaire de 10 à 15, quand même, voilà, les gens considèrent ça vraiment comme une volonté de vouloir museler l'Assemblée nationale. C'est votre lecture. D'ailleurs, ça n'entre pas en vigueur. Cette année, ce n'était pas possible. Ensuite, dans pratiquement tous les pays du monde, le groupe parlementaire est au prorata du nombre de députés. Le groupe parlementaire doit faire au moins 1/10 de l'Assemblée. Nous sommes 150 députés. Nous avions laissé 10 et nous avons même dit que cette loi ne concernait même pas le groupe qui est déjà constitué. Ce groupe, c'est le groupe du PDS avec FADA. Prenez le FADA et les 4 autres députés qui le suivent à l'Assemblée, excluez-les, le PDS n'aura pas de groupe parlementaire. Vous savez ça? Est-ce que vous saviez ça? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? La politique de la chaise vide. On exclut Fada, on le sort. On exclut le Fatou Thiam, on le sort. On exclut Massamba, Mademba, on les sort. Ils resteront 7 députés parce que les autres ne sont pas... Si on appliquait, pas la rupture, si on appliquait rigoureusement ces députés de Réumi qui ont été élus sur la liste Benno Bokk Yakaar qui veulent aller dans un autre groupe parlementaire, je crois que les fautifs, c'est eux. C'est eux qui sont dans des crises et qui vont transposer ces crises à l'Assemblée nationale. Okay. Nous allons aborder la question de le conflit de bras de fer qui oppose l'Entente Karankar et l'État. L'Entente Karankar a été dissoute au profit de l'Union des collectivités locales. Voilà, donc c'est l'unité de coordination et de gestion des déchets. Quel commentaire vous en faites? Mon commentaire ne sera pas long parce que je ne suis pas du sérail, je ne suis pas exactement au fait de ce dossier. Mais il faut savoir simplement que de manière régalienne, il appartient au chef de l'État et par son gouvernement qui est son bras armé de réguler tout ce qui n'est pas régulé. Moi j'ai vu, là où j'habite, des charrettes on peut faire le tour des maisons en demandant leurs déchets. Vous donnez à la charrette contre paiement que vous faites. Les charrettes se regroupent, retrouvent des camions qui les repayent pour qu'ils aient une charge à Poundbobos. Et quand ça n'atteint pas un certain poids, ils y ajoutent des briques. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas par politique politicienne que je le dis. Je jure sur tout ce qui m'est cher, que je l'ai vu de mes propres yeux. Quand vous me dites qu'un système comme ça est clean, je remettrai en question vous-même votre cleanness. C'est ça mon problème. Selon vous, il n'y a aucune volonté de vous allier. Je crois, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai écouté Diopsi, j'ai essayé de comprendre. J'ai écouté d'autres, j'ai essayé de comprendre. Je ne comprends pas exactement, mais je sais que le système des audits est un système à revoir de bout en bout. L'autre chose qui m'étonne, on dit que c'est 80, combien de milliards? 10 milliards. Hein? C'est 10 milliards. C'est 10 milliards. 10 milliards. Supposons 10 milliards qu'on vous confie pour gérer. Pas pour que vous en profitiez. Alors si on vous ôte ces 10 milliards, si vous ne vouliez justement que les gérer de manière absolument administrative, financière, de manière orthodoxe, où est le problème? C'est qu'au Sénégal, on a cette habitude. C'est un budget de 4 milliards qu'on arrive à tel ministre, alors on lui fait la guerre. Mais c'est un budget de 4 milliards. Je crois que tant que cette mentalité restera dans ce Sénégal, on sera encore dans la prévarication, dans les détournements et dans les enrichissements illicites. Voilà, on le dit d'autant plus qu'on prête à Khalifa Sall des ambitions. Mais Khalifa Sall, je vais vous dire une petite chose. Khalifa Sall est un ami, nous avons fait le lycée ensemble. Oui, ça c'est vous deux. Je le connais de manière, je le connais extrêmement honnête. Je le connais parfaitement, j'ai même travaillé avec lui.
Khalifa Sall ne bénéficiait pas de ces 10 ou 20 000 milliards. Il en bénéficie, ou bien, je le crois. Donc, qu'on le décharge ça, ils doivent applaudir tant mieux. D'ailleurs, parce que c'est une patate chaude qu'on donne à d'autres. Mais si maintenant il y a une bataille comme ça, cela signifie qu'en fait, il y a quelque chose de pas catholique en dessous. Que ces 10 milliards n'allaient pas tous dans les ordures. Ça vous pousse à cela. Donc c'est un acte de rupture que de changer d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que Khalifa Sall peut constituer une menace pour je ne le pense pas pour deux raisons. Pourquoi? La première raison, il est dans un parti qui est dans une coalition au pouvoir. Mais qui est divisé, il faut le rappeler, parce qu'il y a deux franges qui se dégagent, les pro-Khalifa et les pro-Tanor. Qu'ils se divisent, c'est entre eux. La paire n'est pas aussi unie. Hein. Vous avez entendu ces guerres entre leaders. Il n'y en a pas. Il n'y a pas au Sénégal un parti complètement monolithique et homogène. D'ailleurs, ce n'est même pas bon parce que ce parti ne serait pas dynamique. Maintenant, quelle est la part de Khalifa dans le PS? Quelle est la volonté de Khalifa? Parce qu'il ne l'a jamais dit. Il a même eu à rabrouer des gens qui le présentaient déjà comme candidat. Je retiens cela. Pourquoi voulez-vous me faire faire de la politique fiction? Je ne suis pas maître de demain. Ok, mais quelle est votre position par rapport un peu au débat sur la candidature unique de Benno Bokk Yakaar? Par exemple, Niass a déjà affiché sa position. Le PS est attendu sur la question, maintient le suspense. Selon vous, est-ce que vous pensez que pour des raisons de cohérence, comme le soutiennent certains de vos camarades de parti, le PS doit soutenir la candidature Macky Sall ou effectivement, pour des raisons historiques, doit présenter un candidat? La logique voudrait qu'un groupe qui gouverne, devant une échéance, s'entende pour sortir un candidat en face de l'opposition. C'est une logique absolument primaire. Maintenant, comment cela va se passer? Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que moi, ce que je souhaite est important? Je ne pense pas que ça soit important. Parce que si j'avais une baguette magique pour décider, j'aurais décidé que Macky Sall serait le seul candidat. Mais s'il y en a d'autres qui, dans Benno Bokk Yakaar, pensent qu'il faut faire ceci, il y a plusieurs schémas possibles et imaginables. On ne peut pas, en ce moment-ci, dire que X doit faire ceci, X doit... Moustapha Niasse a décidé d'une chose. Nous le soutenons. Est-ce que vous comprenez que le PS puisse présenter un candidat en 2017 tout en restant dans le gouvernement? Dans le gouvernement. Mais ça, il faut demander. C'est une formidable question qu'il faut poser au PS, pas à moi. Moi, je sais que c'est logique que mon candidat qui a été candidat en 2012 contre 1000 autres candidatures et qui a réussi à rassembler autour de lui d'autres candidatures perdantes et qui a gagné, je comprends parfaitement que mon candidat demande à être réélu. Maintenant que les autres qui sont dans une logique de coalition, de gouvernance, qui fait du très bon travail, machallah, Serigne Mbaye Thiam est en train de faire un travail que personne n'a jamais fait à l'éducation, Aminata Mbengue Ndiaye égale à elle-même, etc. Je trouve que la logique serait que tout cela continue en bloc monolithique. Mais je ne suis pas le directeur de conscience des gens, je ne suis pas le directeur politique des gens pour leur imposer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Est-ce que vous pensez que Benno Bokk Yakaar, dernière question, le Benno Bokk Yakaar va survivre au-delà de 2017? On avait parlé de Benno Siggil Sénégal, va-t-il survivre? Benno Siggil, Benno Andak Tanor, va-t-il survivre? On a vu le FRTE. L'avenir politique du Sénégal ne dépend pas de la survivance d'un groupe ou d'un autre. De toute façon, il y aura toujours, avec la configuration politique du Sénégal actuel, toujours une coalition, quelle que soit sa force ou quels que soient les éléments ou l'élément dominant dans cette coalition. Peut-être le nom changera, peut-être que cela restera intact. Ça ne change rien. Que le Sénégal continue et que le Sénégal prospère. Voilà, je vous remercie M. Ndiaye infiniment. Chers internautes, je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.